Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour Madame le maire. Heureux de vous retrouver Bonjour. pour cette troisième session, ce troisième Facebook Live que vous allez proposer aux Fidésiens qui apprécient beaucoup ce moment. Donc, on est heureux d'être là. Peut-être en préambule, et pour laisser arriver peut-être les gens aussi sur la vidéo, on va peut-être commencer par parler de deux ou trois points d'actualité qui concernent la ville. Et je sais, Madame le maire, notamment que vous avez envie de dire un mot sur le malheureux incendie qui a touché un immeuble du quartier des Provinces la semaine dernière. Je vous laisse peut-être la parole à ce sujet. Merci. Bonjour à tous et bonjour Bastien qui m'accompagne comme à chaque Facebook Live et qui fait la voix off. Mais il n'est pas off, il est à côté de moi, il n'est pas loin. Alors effectivement, vous avez été assez nombreux à, à me questionner, à nous questionner, à questionner la ville sur les suites et sur ce qui s'est passé sur les suites de l'incendie malheureux et sur ce drame qui est arrivé jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, 14 boulevard des Provinces. Excusez-moi, je vais être un petit peu mécanique, mais effectivement, il y a eu cet incendie au 14 boulevard des Provinces. Euh, le feu prend au cinquième étage, il se propage dans les étages supérieurs et malheureusement, il redescend par les balcons jusqu'au rez-de-chaussée. Ce qui fait que toute la colonne d'appartements du rez-de-chaussée jusqu'au huitième étage est touchée. C'est 18 appartements qui seront touchés, environ une soixantaine de personnes qui sont impactées. Donc, ce qui est important dans tout ça, une fois cette mécanique récitée que vous avez peut-être vue à travers la presse ou sur le Facebook de la ville ou par ailleurs, bien derrière, il y a de l'humain et de l'humain dont il faut parler aujourd'hui. Tout d'abord, ce que je voudrais, c'est quand même remercier l'ensemble des pompiers, des, de la police qui est intervenue, évidemment du SAMU qui était là au démarrage assez vite et qui ont entouré toutes les personnes qui en avaient besoin sur le moment. Alors, effectivement, nous déplorons et heureusement aucune perte, aucune victime et aucune victime grave, 12 blessés légers seulement à ce moment-là. Euh, alors évidemment, c'est un soulagement. Une fois que tout le monde comprend que personne n'est blessé gravement, qu'il n'y a pas de mort, il faut dire les choses, il faut dire les mots, eh bien c'est un soulagement. Mais très vite, une fois que le soulagement est passé, ce qui apparaît, c'est la désolation, c'est le traumatisme et c'est la nécessité finalement d'accompagner ces personnes que l'on appelle des sinistrés dans le langage dans le langage d'un accident ou dans le langage des assureurs. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 18 familles qui sont dans la désolation, je le répète, dans le traumatisme, et qui cherchent aujourd'hui petit à petit des solutions et qui tentent, tant bien que mal, de se projeter, ce qui est loin d'être facile. On sait aujourd'hui que le retour chez eux, dans leur appartement, ne se fera pas tout de suite. Il faut donc accompagner. Donc, dans un premier temps, je voudrais aussi souligner remercier, c'est pas pompeux de le dire, c'est effectivement me faire la voix de l'ensemble des autres Fidésiens, mais peut-être souligner l'extraordinaire élan de solidarité qui s'est manifesté dès le jeudi, dès le moment de l'incendie, avec toutes les personnes autour qui ont essayé d'entourer comme ils le pouvaient toutes les personnes, même toutes celles qui habitaient pas très loin et qui ont ressenti ce traumatisme. Et puis bien sûr cet élan de solidarité envers les familles impactées elles-mêmes, qui a pris la forme de dons de toutes sortes. Alors évidemment, la ville a mis à disposition la maison communale des Bruyères pour pouvoir récupérer ces dons. Les familles aujourd'hui viennent récupérer ce dont elles ont besoin. Nous avons été obligés de stopper temporairement ces dons puisque il y avait aujourd'hui, à ce jour, il y avait suffisamment pour les familles. Évidemment, nous ne manquerons pas de revenir vers vous s'il y a d'autres besoins qui se manifestent. Encore un grand merci tous les Fidésiennes, à tous les Fidésiens et à vous tous de l'avoir fait. Alors, si on resserre un petit peu sur ces familles aujourd'hui, je le répète, eh bien, elles sont dans ce après douloureux.
qu'il faut accompagner socialement. Évidemment, le service social de la ville, les assistantes sociales de la ville sont à leur disposition. Aujourd'hui, chaque situation est prise individuellement. Il ne faut jamais, quand on fait de l'accompagnement social, il ne faut jamais tout formater, il ne faut jamais faire du général, bien au contraire. Il faut être à côté de chacune des familles individuellement, bien les écouter et bien accompagner dans leurs besoins. Voilà, nous leur souhaitons évidemment tout le courage nécessaire pour pouvoir affronter cette terrible épreuve. Nous leur souhaitons aussi de pouvoir entrevoir très vite les solutions qui vont leur permettre de se reconstruire. Et évidemment, ils savent que la ville est à leur côté. Voilà, je pense avoir donné les informations essentielles sur le sujet. Nous pensons bien à eux. Merci beaucoup, Madame le maire, pour ce point sur ce malheureux événement qui est arrivé sur la commune la semaine dernière. Alors, c'est un sujet qui revient à chaque Facebook Live, j'ai envie de dire, mais parce que aussi à chaque fois on reçoit un certain nombre de mails avec les Philésiens qui nous demandent un point d'étape sur est-ce qu'il y a des nouvelles choses, est-ce qu'il y a des nouvelles choses à dire, à savoir sur ce fameux projet du Citral de transport par câble. Donc, je vous laisse la parole. Alors évidemment, je m'attendais à la question. C'est un sujet brûlant aussi pour nous tous sur ce transport par câble, puisqu'il y a des informations qui sortent dans la presse. Alors déjà, évidemment, je voudrais souligner l'extraordinaire, encore une fois, mobilisation des Philésiennes et des Philésiens autour de ce contre, on va dire, on va le mettre entre guillemets, avec notamment la participation aux Jeux concours. Vous êtes nombreux, Bastien, de mémoire, c'est plus de 40 affiches qui nous sont arrivées aujourd'hui. C'était, vous vous rappelez, c'était une manière aussi de montrer notre ferme opposition à ce projet que de passer par l'humour. Ça nous semblait aussi important de travailler à ce niveau-là et pour pouvoir afficher cette mobilisation contre ce projet. Donc, merci à tous. Vous n'êtes pas les seuls, je m'adresse aux Philésiennes et aux Philésiens ce soir, mais vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup de Mulatins, beaucoup de Franchevillois, voire au-delà. Les habitants du 2e arrondissement de Lyon aussi qui pourraient être impactés, mais aussi d'autres communes dont on entend aujourd'hui qu'elles pourraient être des communes support aussi, je pense à Oula, où tous ces habitants des villes, même voisines, viennent aussi vers Sainte-Foy pour nous dire, nous aussi on est contre et on trouve ce projet, alors pour certains les qualificatifs c'est aberrant, pour d'autres non pertinent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous continuons à nous opposer à ce projet. Je vous avoue que je suis un petit peu surprise, je vais vous en parler, c'est que j'ai été un petit peu critiquée, même violemment critiquée, notamment par l'opposition municipale, l'opposition au conseil municipal qui est favorable à ce projet. Donc le groupe politique de tendance Europe Écologie Les Verts qui est dans notre conseil municipal, qui m'a critiqué tout simplement parce que j'avais pris position contre ce projet. Alors je suis désolée de leur répondre et je vous le dis en toute honnêteté, je vous le dis avec forte conviction, si ce n'est pas sur des projets de ce type-là que le maire prend position, je ne vois pas sur quel projet on pourrait prendre position. Alors oui, j'ai pris position contre ce projet, je l'affirme, je le dis publiquement et je vous ai déjà largement développé et j'ai déjà largement développé publiquement plusieurs fois les arguments pour lesquels j'étais contre ce projet, qui encore une fois pour les deux axes essentiels de l'argumentation. Premièrement, n'est absolument pas adapté à notre territoire et aurait des contraintes d'insertion paysagère, urbanistique beaucoup trop violentes. Et puis évidemment, tout ça pour une pertinence qui est tout à fait remise en cause sur l'amélioration des déplacements dans l'Ouest. Donc en fait, on ne conjugue même pas avec un intérêt général qui serait rempli, qui est les déplacements dans l'Ouest. Donc, encore une fois, il faut garder notre mobilisation. Le Citral nous annonce une concertation printemps, automne. Tout ça est un peu flouté quand même. On ne sait pas quel type de concertation nous aurons. Ce qui est sûr, c'est que le combat doit se poursuivre. C'est qu'il faut continuer à se mobiliser. Vous savez que la ville est aux côtés. Vous savez que notre lutte, c'est le terme sur ce type de projet, nos luttes convergent et que vous trouvez ce soutien autour. Donc voilà, nous continuons à être, je le mets entre guillemets, politiquement fort, c'est-à-dire au sens de politique publique, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il faut en politique publique sur notre territoire. Et nous continuons aussi à être aux côtés des citoyens pour faire comprendre au Citral, au président du Citral, président de la métropole, Monsieur Bernard,
que ce projet ne doit pas prendre vie sur notre territoire. Voilà, nous attendons justement une concertation sur le deuxième trimestre 2021. Donc, il y a eu quelques faits d'actualité, vous le savez, puisque la Commission nationale du débat public est en train de nommer un garant, donc a donc nommé un garant. Ne soyez pas dupes de tout ça, hein, il ne s'agit absolument pas d'une enquête publique qui serait je dirais, qui serait sous l'égide Commission nationale du débat public. On n'est absolument pas là-dedans. On est simplement sur la nomination d'un garant qui va justement s'assurer que des documents sont mis à votre disposition. Donc attention, il ne s'agit pas de quelque chose qui s'élargit. On est bien sur une concertation qui va être verrouillée par le Citral. Et je maintiens ce que nous avons demandé dès le départ, c'est-à-dire de consulter directement chacune des populations qui sont concernées. Je parlais notamment des 3 communes supports de l'Ouest, Francheville, Sainte-Foy et la Mulatière. Je demandais une concertation par un référendum local où je pense que les Fidésiens, mais aussi les Mulatins et les Franchevillois sont tout à fait en responsabilité capables de donner leur avis. Et j'avais demandé, souvenez-vous, au président du Citral, que si une des communes s'opposait à ce projet de transport par câble, eh bien, il ne pouvait pas passer par la commune en question. Voilà, donc je continue à penser qu'il est important de consulter directement les populations concernées et donc vous consulter directement en tant que Fidésienne et Fidésien. J'ai eu l'occasion depuis la semaine dernière, j'essaie d'aller voir les personnes concernées, notamment les personnes qui sont sur le potentiel trajet, hein, donc évidemment tout peut changer. Là-dessus, je le reconnais, tout peut changer. En l'occurrence, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est un premier tracé qui est largement dessiné et qui est relativement précis. Donc, je suis allée à la rencontre des habitants. Je continuerai la semaine prochaine à le faire. Voilà, en essayant de discuter avec vous. Voilà, merci de votre accueil, merci de votre mobilisation. Il ne faudra pas flancher et il y aura des temps forts où vous allez être amenés justement à exprimer cette mobilisation autrement que par l'humour, bien sûr, autrement que par des affiches. Voilà. Merci Madame le maire. Je vous lis le message de Fanny. C'est pas une Ouais. question, mais c'est très sympathique et ça devrait vous faire plaisir. Elle vous dit bravo Madame le maire pour votre présence, implication et soutien auprès des Fidésiens en toute occasion. Elle dit qu'ils ont de la chance d'avoir une personne aussi belle que vous et elle a dit vos prises de position vont dans le sens des Fidésiens. Donc voilà, elle vous remercie. Merci Fanny, je suis très touchée, vous le voyez, et très émue de lire en direct ce type de message. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Très. On a aussi eu quelques questions sur un nouveau projet que la ville vient de mettre en place, qui est une plateforme, pour nos commerçants, artisans et entrepreneurs, mais aussi finalement pour tous les Fidésiens et toutes les personnes qui veulent acheter en ligne. Exactement, ça c'est merci de poser la question pour me donner d'en parler directement, pour me permettre d'en parler directement avec vous. Alors, est bien sûr sorti en ligne une plateforme qui s'appelle Made in Sainte-Foy. Vous avez vu certainement les affiches sur l'ensemble du territoire, mais également la couverture de mosaïque qui montre cette plateforme. Alors, c'est tout simplement quoi? Il y a une plateforme et la possibilité en ligne qui vous est offerte de réserver, de prendre rendez-vous, de commander, d'acheter en ligne auprès de tous les commerçants qui font partie de cette plateforme et ils sont très nombreux à y participer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça réunit vos commerçants de proximité, mais ça concerne aussi les entreprises, ça concerne aussi les artisans qui sont sur notre territoire et ça vous permet finalement de vous simplifier la vie puisque de fait aujourd'hui, ce sont de nouvelles pratiques commerciales et la ville de Sainte-Foy, la municipalité, a décidé d'accompagner tous ces acteurs économiques dans le digital, dans cette, on va dire pas révolution, mais dans cette arrivée du numérique dans notre vie. En tant que consommateur, je me positionne aussi en tant que consommateur et c'est important parce que par-delà cette crise sanitaire qui a largement montré la nécessité d'un outil digital, eh bien cet outil doit être pérennisé parce que ça correspond aussi à ce que nous voulons en tant que Fidésiennes et Fidésiens pour notre vie au quotidien. Il nous arrive tous de travailler, d'être pris et de vouloir peut-être prendre des rendez-vous le soir tard, en dehors des horaires d'ouverture. Donc en fait, cette plateforme, c'est à la fois une vitrine digitale, une vitrine numérique que vous avez chez vous 24 heures sur 24, mais c'est aussi plus simplement votre relation, je dirais simple, avec
les acteurs économiques, je veux prendre rendez-vous, il est 11 heures du soir, j'ai oublié, eh bien, je m'y mets, je prends mon rendez-vous, j'ai une commande, j'ai un cadeau à faire, j'ai quelque chose à acheter, eh bien, je peux le faire directement à toute heure de la journée, toute heure de la nuit. Voilà, donc c'est vrai que ça accompagne nos acteurs économiques qui en ont bien besoin en situation de crise, mais également vers de nouvelles pratiques commerciales et surtout aussi une nouvelle relation à l'achat pour les Fidésiens. Et puis nous, Fidésiennes et Fidésiens que nous sommes, ça simplifie notre vie et c'est plutôt pas mal d'avoir une vie simplifiée. Voilà, donc je vous invite à aller la regarder sur le site, à cliquer Made in Sainte-Foy. Elle est à votre disposition. Allez-y et vous verrez qu'elle est facile d'utilisation. Tous nos acteurs économiques ont énormément travaillé derrière pour justement la promotion de leurs produits, la promotion de leur activité. Donc, il faut y aller. Voilà. Merci Madame le maire. Je m'approche un peu du micro parce qu'on me dit qu'au moins on ne m'entend pas très bien, contrairement à Madame le maire. Voilà. On a obtenu 3 questions. Des gens souhaitent en savoir davantage sur la procédure de modification du PLUH qui est en cours. Alors je vous laisse D'accord. la parole, Madame le maire. Voilà. Alors ça aussi, vous avez été trois, c'est ça, Bastien, trois Fidésiennes plus particulièrement qui nous ont demandé de parler un petit peu de ce que c'est, de cette modification du PLUH et comment pratiquer, comment faire. Alors, nous avons voté sur le mandat précédent un nouveau PLU, un plan local d'urbanisme H. PLUH, H pour habitat. Juste, je ne vais pas vous faire un cours dessus, c'est pas le but de ce soir, mais bien rappeler que le PLU de la ville de Sainte-Foy est en fait lié au PLU métropolitain, c'est-à-dire que le PLU est désormais au niveau de la métropole et il se décline sur notre ville. Voilà, donc un nouveau PLU avait été adopté sous le mandat précédent et nous sommes à un temps de modification, ce que l'on appelle la modification numéro 3. Alors, cette procédure de modification, elle est très importante et là aussi, on va peut-être me critiquer de le dire, n'empêche que je suis là pour ça. Cette procédure de modification, elle est très importante puisqu'elle intervient en tout début de mandat de la nouvelle majorité métropolitaine. Et bien évidemment, la tentation est grande à un nouveau mandat, forcément, eh bien de procéder dans des documents de planification, notamment dans des documents de planification urbaine, eh bien finalement d'intégrer les politiques qu'on veut voir mener, et c'est le cas. Donc cette procédure de modification, elle fera l'objet d'une enquête publique 2022. En revanche, la métropole de Lyon a mis à disposition des habitants de la métropole des cahiers de concertation dans les villes et propose que vous puissiez contribuer à cette modification en donnant votre avis sur ce qui est aujourd'hui les grands objectifs. Alors, je ne vais pas vous reprendre ce document qui est un magnifique document de communication qui reprend des grands objectifs et des grandes orientations, mais il faut absolument participer à toute concertation. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, il faut s'informer et qu'il ne faut pas regretter après de l'avoir fait. C'est-à-dire que souvent, les Fidésiennes et les Fidésiens viennent me voir et me disent « Ah, mais si j'avais su, etc. » Donc, il ne faut jamais avoir des regrets de ce type-là. Quand on vous demande votre avis et qu'on vous concerte, je pense qu'il faut le faire. Il faut faire la démarche d'aller vers cette concertation et de contribuer en donnant notre avis. Je pense que c'est très important de le faire. Et puis, deuxièmement, de façon un petit peu plus précise et je dirais par rapport à notre ville, eh bien, ce document de planification urbaine, il est important puisqu'il dessine notre ville. Donc, il faut absolument que vous alliez consulter ce cahier de concertation et que vous puissiez donner votre avis sur ces grands objectifs. Alors, évidemment, nous le ferons aussi. Nous verserons notre contribution et nous travaillons toujours dans le même sens. Et nous avons travaillé, et plus particulièrement Pascal Bazaille, première adjointe à l'aménagement du territoire, et Bernard Momin, qui est conseiller délégué à l'urbanisme appliqué. Donc, ils ont plus particulièrement travaillé aux grandes orientations qu'on voulait donner, c'est-à-dire, toujours pareil, et vous le savez, je me suis prononcée là-dessus, comment on permet à notre ville de se développer de façon harmonieuse, comment on évite qu'elle perde son identité, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est notre qualité de vie, de conserver le pourquoi nous aimons Sainte-Foy et bien évidemment que notre ville garde son âme et son identité. Et ça doit prendre la forme de règlements d'urbanisme auxquels il faut veiller pour que nous puissions, lorsque nous avons des projets, nous puissions veiller à ça. Alors, je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde, je sais bien que certains sont pressés,
Mais les Fidésiens se sont exprimés depuis longtemps et ils se sont exprimés, notamment évidemment lors des élections municipales, pour que justement nous maîtrisions cet urbanisme et le développement de notre ville. Alors, il ne s'agit pas de bloquer son développement, mais il s'agit que ce développement se fasse au rythme de notre ville et non pas à un rythme imposé à un niveau plus élevé. Voilà, aujourd'hui, parfois, c'est souvent une course à la densification, c'est une course à la hauteur, c'est une course, je dirais, à une rupture de dynamique sur une ville. Nous et vous, nous nous sommes exprimés là-dessus. Ce que nous voulons, c'est que notre ville, évidemment, elle suive une tendance d'évolution, mais que ça ne renverse pas nos équilibres. Et au contraire, nous avons envie de garder nos grands équilibres entre ce qui fait la particularité de notre ville, c'est-à-dire le balcon vert au-dessus de Lyon, et à côté de ça, des zones résidentielles qui côtoient des zones un petit peu plus denses. Et tout ça, il faut arriver à le maîtriser. Tout en tenant compte de deux choses fondamentales, c'est-à-dire comment on permet aux gens de se déplacer sur notre territoire, comment on tient compte aussi des mobilités, des déplacements. Et je fais le lien évidemment avec le plan de déplacement urbain et avec le transport par câble, parce que je suis désolée, on n'imagine pas le développement d'un territoire sans lier directement ça au déplacement. Et ça, c'est un manque considérable selon moi. Lorsqu'on parle de PLUH avec cette majorité métropolitaine, c'est finalement de déconnecter un peu les deux, alors que les deux sont intimement liés. Et puis de l'autre côté, comment, encore une fois, les équilibres, eh bien, c'est le respect de chacun. Voilà, quelle est la place de la voiture maintenant dans notre vie? Nous avons tous conscience, évidemment, qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut faire de la place au mode doux, qu'il faut faire de la place, évidemment, ce qu'on appelle les mobilités actives, évidemment, notamment les cheminements piétonniers, les vélos, évidemment, mais aussi le transport collectif de masse. On ne résoudra jamais les déplacements dans l'ouest lyonnais notamment, mais plus globalement sur notre agglomération, si nous ne tenons pas compte aujourd'hui de la nécessité de transport lourd, qu'on appelle lourd, et un transport de masse. Voilà, qui n'a rien à voir avec des transports beaucoup plus individuels. Je parle du vélo notamment, qui est simplement un transport individuel. Voilà, donc il y a cette idée de l'aménagement de notre territoire et nous, notre volonté de respecter ces équilibres et d'avoir une ville qui prend son temps, qui se renouvelle effectivement parce qu'il faut un renouvellement de la ville et plus particulièrement, évidemment, quand on parle de ville, on parle de nous tous, on parle d'humains, on parle d'hommes, on parle de femmes, de familles, on parle d'enfants. Permettre ce renouvellement aussi des générations sur notre ville, c'est certain, mais il faut le faire au rythme de la ville sans qu'elle perde son identité. Donc ça, c'est important. Il faut aller voir ce qui se passe. Et dans l'une des trois personnes qui sont intervenues sur la modification du PLU, Bastien n'a pas lu complètement toutes les questions. Il y avait la question du logement social, évidemment, qui est un sujet majeur. C'est un sujet majeur à deux niveaux. Premièrement, parce que la métropole de Lyon a annoncé effectivement un renfort et voilà, de la production de logement social. Il est incontestable qu'il faut permettre à tout un chacun de se loger sur notre agglomération, c'est certain. Et, euh, et évidemment, il faut poursuivre là-dedans. Mais la métropole accélère la production, veut le faire le plus rapidement possible. Donc ça, il faut continuer quand même à maîtriser l'urbanisme. Et puis, c'est important aussi de parler de logement social, parce que vous avez été deux ou trois aussi à m'interpeller en rendez-vous pour justement cette problématique qu'on appelle la loi SRU et de la pénalité financière que nous payons. Voilà. Alors effectivement, la ville de Sainte-Foy est déficitaire, on avait parlé, puisque nous n'atteignons pas le taux. Ceci dit, la ville de Sainte-Foy a mis tout en œuvre pour pouvoir respecter la loi. Il est hors de question d'être hors la loi, mais à côté de ça, il faut faire comprendre aux législateurs que chaque ville a ses spécificités, chaque ville a son potentiel de développement, et je pense que vouloir accélérer les choses, c'est renverser les équilibres. Donc il faut aujourd'hui tenir compte de tout, y compris de nos spécificités, bien évidemment de remplir l'objectif de la loi et d'accompagner les gens vers le logement, mais être en rupture avec des équilibres, ça peut remettre en cause, je dirais, fondamentalement ce qu'était cette loi, la mixité sociale. Donc attention aussi aux choses, c'est pour ça que je plaide pour que la loi soit modifiée. Et je ne vous cache pas qu'il y a très peu de temps, nous étions en rendez-vous avec la ministre du Logement pour lui faire valoir tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Madame le maire, Igor Rodi nous pose une question sur la Ouais. rue François Forest. Oui. Il vous interpelle, il ne comprend pas qu'il y ait
deux rues parallèles en sens unique dans le même sens. Ouais. Il demande si c'est simplement pour faire plaisir à quelques-uns. Et Mmh. il dit que le quartier se Mmh. mobilise contre. Alors il veut Ouais. savoir ce qui se passe, pourquoi. Voilà. Alors oui, on revient sur ce sujet de la rue François Forest. Alors, il m'appartient pas de répondre, Igor, à ce que vous dites quand vous parlez de faire plaisir à quelques-uns. Ce qui est certain, c'est que dès que la nouvelle majorité métropolitaine s'est mise en place, donc en juin, fin juin l'année dernière, donc fin juin 2020, à la suite des élections, et que nous avons eu les premières réunions de travail en ce qui concerne la voirie et les déplacements, nous avons porté ce dossier devant le vice-président, justement, à la voirie et au déplacement. Donc ça date de septembre. Et dès le mois de septembre, nous lui avons demandé de nous écouter, de prendre le temps, justement, de prendre en considération tout ce qui était important dans ce quartier et bien évidemment de faire de la sécurité des piétons et des riverains l'objectif principal. Et ça, on peut tous comprendre qu'il faut protéger des piétons et notamment des enfants parce que ce sont les plus fragiles. Hein. Les piétons sur la voie, on le sait, sont les plus fragiles. On est tous d'accord avec ça, et notamment les enfants. Mais d'insérer et quelque part de voir cet objectif de sécurité tout en ayant conscience des problématiques de déplacement dans un quartier. Voilà. Et donc, nous avons très tôt averti monsieur le vice-président que justement, la rue François Forest devait être un sujet de discussion entre nous pour justement ne pas bloquer, ne pas là aussi remettre en cause des déplacements, mais de les travailler un petit peu finement. Alors, très vite, il y a eu la question du sens unique et du sens du sens unique. Nous, ce que nous avions plaidé, alors je le nie pas, hein, dès le démarrage du projet sur l'ensemble de la plaine Chandriais, nous avions plaidé pour que cette rue François Forest reste à double sens, mais que quelque part, le double sens soit contraint. Je m'explique. C'est-à-dire que nous avions travaillé à des aménagements qui permettaient de prendre la rue en double sens, mais qui quelque part décourageaient l'automobiliste qui faisait un trajet de transit de passer par là parce que ça augmentait son temps. Alors, je m'explique. Vous savez tous que lorsqu'on se déplace, notamment pour travailler ou plus globalement d'un point A à un point B, on va toujours chercher la manière la plus rapide, la plus efficace et la plus sécure pour se déplacer. Et donc, au moment des heures de pointe, qu'est-ce qui fait qu'on se déplace sur un axe? C'est la rapidité avec laquelle on arrive à notre destination. Et effectivement, le fait de contraindre sur la rue François Forest, on s'était dit, avec notamment les services de la métropole à l'époque, que ça découragerait certains automobilistes qui sont là simplement pour du transit pendulaire, enfin de la circulation pendulaire, de prendre la rue François Forest parce que ça allait allonger leur temps. Et nous avions en partie raison, puisque nous avons vu diminuer le trafic sur cette rue, le trafic pendulaire sur cette rue. En revanche, notre objectif en faisant ça, c'était, oui, de limiter le trafic pendulaire, notamment aux heures de pointe, mais d'un autre côté, de conserver du trafic, je dirais, intra-quartier et interquartier. Je m'explique. Nous avons, du côté de la plaine, nous avons des commerçants, nous avons des écoles, nous avons évidemment aussi toute une partie de Fidésiennes et de Fidésiens qui habitent de l'autre côté de la rue du Commandant Charcot. Je pense à Simon Jalade, je pense au centre Witowska, etc. Et donc, notre volonté, c'était de dire, nous ne devons pas couper ces personnes, nous ne devons pas couper ces personnes de leur centre administratif, de leur centre de la ville de Sainte-Foy, puisqu'ils sont fidésiens. Et à côté de ça, nous savons aussi que Sainte-Foy vit beaucoup avec le 5e arrondissement. Donc, nous avions fait comme projet et nous avions de façon opérationnelle appliqué ces orientations, c'est-à-dire, OK, on sécurise des piétons, on permet des liaisons interquartiers et on permet de maintenir les fidésiens dans leur commune sans qu'ils soient obligés de faire des détours. Voilà l'idée.
Lorsque, à un moment donné, ben, la nouvelle majorité est arrivée, nous avons retravaillé ce projet et force est de constater que ça ne fonctionnait pas, puisque les riverains de la rue François Forest considéraient qu'il y avait encore trop de trafic. Alors, évidemment, il s'agit d'écouter tout le monde, il faut jamais fermer la porte. Nous avons travaillé à un sens unique. Et nous avons obtenu de la métropole que soit mis en place un sens unique dans le sens Charcot-Chambriet, qui est celui, je suppose, Igor et beaucoup d'autres que vous voudriez pour vous permettre de vous déplacer de façon, encore une fois, plus rapide et plus efficace. Lorsque nous avons décidé de ce sens unique Charcot-Chambriet, nous avons demandé à la métropole d'accompagner ce sens unique pour justement à la fois sécuriser les riverains de François Forest et pour limiter la vitesse. Et notamment, nous avions demandé à ce qu'il y ait une interdiction de tourner à gauche de Charcot vers Forest, ce qui limitait un petit peu le trafic et qui avait été accepté d'ailleurs notamment par les comités d'intérêt locaux et par les habitants du 5e, puisque j'avais travaillé aussi avec la maire du 5e arrondissement. Mais nous avions considéré dès le départ que les aménagements qui étaient faits étaient trop légers pour pouvoir dissuader. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions drastiques. Donc, le vice-président de la métropole a donc décidé de passer outre nos recommandations, de passer outre aussi, je dirais, notre volonté de prendre le temps de réfléchir. Parce que il faut savoir que dès le mois de septembre, nous demandons à la métropole de nous donner une étude globale de circulation et donc de se donner un petit peu de temps. Alors, évidemment, sur des motifs de sécurisation des piétons, la métropole anticipe cette décision de mise en sens unique. Nous le faisons valoir par un courrier que j'ai d'ailleurs rendu public, dans lequel nous avons nous apportons des solutions. Et puis, le vice-président de la métropole décide de concerter avec les représentants du quartier, donc comité d'intérêt local, école, etc. Et là, il annonce qu'il ne reviendra pas en arrière. Donc, les Fidésiens, les Fidésiennes qui étaient présents, les acteurs locaux qui étaient présents, y compris ceux du 5e, font valoir leur mécontentement. Alors aujourd'hui, évidemment, cette décision est prise. Il s'agit d'une compétence métropolitaine. Non pas que je veuille me cacher derrière ça, puisque vous avez compris que nous avons été largement présents. Voilà. Aujourd'hui, voilà où on en est. Nous avions même demandé à la métropole de Lyon, et je l'avoue et je l'assume complètement, de revoir le stationnement sur cette rue François Forest et de dire, puisqu'il y a de la place pour stationner tout le long, pourquoi pas utiliser ces places de stationnement pour élargir des trottoirs, puisque de fait, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de voiture et vouloir garer sa voiture dans une rue à côté de chez soi. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui plaider pour intégrer des modes doux, des vélos et des piétons et sécuriser des piétons, mais oublier complètement aussi derrière qu'il faut du stationnement à côté. Donc voilà, donc nous, notre idée, c'était de dire comment on prend en compte toutes ces problématiques sur le quartier. Force est de constater que nous n'avons pas été suivis. Alors aujourd'hui, nous avons continué là aussi notre opposition, en tout cas à faire valoir ce que l'on souhaitait. Encore une fois, cette étude globale, encore une fois de sensibiliser la métropole à ce qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle aille jusqu'au bout. La volonté aujourd'hui de la majorité métropolitaine, c'est quoi? C'est de dire il faut limiter les déplacements en voiture, il faut aller vers des modes doux et il faut donc contraindre en enlevant le stationnement. Eh bien, allons-y sur la rue François Forest. Allons-y sur la rue François Forest. Il y a la place de faire un sens unique dans le sens Charcot-Chambriet en sécurisant les piétons si les trottoirs sont élargis. Mais ça suppose de revoir le stationnement. Moi, je suis prête à travailler dans ce sens sur l'ensemble du quartier. Et c'est-à-dire de se poser la vraie question à la fois des déplacements sécurisés, mais aussi des stationnements sur l'ensemble du territoire, sachant qu'il ne faut pas pénaliser par le manque de stationnement nos commerçants. Vous voyez que tout est lié. Voilà, donc nous continuons à faire valoir tout ça auprès de la métropole. Ne vous inquiétez pas, nous le faisons. Après, nous le faisons aussi par rapport à nos compétences et à ce qui est légalement possible. Voilà. C'est ça, j'ai plusieurs commentaires du coup en réponse à ce que vous dites. Les gens se plaignent de manière générale de ne pas avoir été consultés
et ils disent que les constats c'est bien, mais que du coup ils aimeraient bien que les choses avancent. Oui. Et c'est là peut-être que vous voulez en venir aussi en disant que toutes les compétences ne sont pas à la ville. Voilà, alors effectivement, ce n'est pas notre compétence, on est bien sur une compétence métropolitaine. Alors après, la ville fait valoir ce que l'on souhaite en termes d'aménagement du territoire et de déplacement. Ce qui est certain, c'est que tout ça n'est pas terminé. Ce que j'essaie de vous expliquer ce soir, c'est que nous continuons à faire valoir à la métropole de Lyon qu'il faut impérativement continuer à travailler de manière globale. Ce que vous devez savoir, c'est que cette décision qui vous semble prématurée, qui vous semble injuste, de mise en sens unique dans le sens Changrier-Charcot de la rue François Forest, elle est liée à un problème de sécurité. Et la métropole de Lyon ne veut pas assumer la responsabilité future de quelque chose qui se passerait dans la rue. Voilà en tout cas ce que la métropole de Lyon dit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté des solutions en disant, puisque le but c'est de sécuriser des piétons, et là-dessus, mais que ce soit moi, le conseil municipal de la ville ou vous-même, vous allez être tout à fait d'accord avec ça. Nous sommes d'accord pour sécuriser. Il y a des solutions transitoires qui étaient possibles, c'est-à-dire comment on aménage des trottoirs de fortune, comment on permet justement, on l'avait dit, hein, avec tout simplement des blocs de béton, comment on permet justement de mettre en sécurité des piétons, mais de permettre quand même ce sens unique dans le sens du déplacement profitable à l'ensemble des quartiers. Nous n'avons pas été écoutés, ce qui ne veut pas dire que nous arrêtons là les choses. Ça veut simplement dire qu'il y a peut-être un deuxième temps à travailler où là, il va falloir toutes ces études plus globales. Et je dirais même, et moi je vous le conseille, il y a cette concertation qui concerne le PLUH. Allez, venez, participez. C'est je participe @grandlyon.com, me semble-t-il que c'est ça l'adresse. Si je ne, voilà, c'est ça, je participe.grandlyon.com. Allez-y. Un document de planification urbaine comme le PLUH qui prévoit l'urbanisme, l'habitat et le logement ne peut pas se passer des déplacements et ne peut pas passer outre des déplacements. Allez-y, faites valoir ça le jour d'une concertation. Je comprends que vous ayez le sentiment de ne pas avoir été concerté directement. Nous l'avons fait depuis longtemps. Nous sommes venus vers vous tout l'an dernier et nous avons fait valoir ça à la métropole. Encore une fois, je rappelle que tout ce que j'ai fait valoir à la métropole est complètement public. Je l'avais d'ailleurs publié sur le site. Allez voir comment nous avons interpellé la métropole et nous continuons à le faire. Voilà. Et je voudrais dire, je termine là-dessus, non seulement la ville continue aujourd'hui à travailler, notamment à sécuriser Changrier, parce que ce qui nous a aussi mené à contester la décision, c'est que sécuriser une rue, faire des reports de circulation plus loin, sans prévoir une sécurisation sur les rues adjacentes, nous semblait tout à fait paradoxal. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas justement à faire valoir votre voix. Merci Madame la maire. Il y a beaucoup de commentaires, mais je change Eh de oui, sujet parce eh que oui. les choses ont été dites de votre Mais part. pour ceux qui évidemment auraient des commentaires à faire, de toute façon, Bastien Lemire qui est là à côté de moi les recueillera à l'écrit et nous arriverons à répondre après, soit par l'intermédiaire du Facebook, soit directement si vous voulez des rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Et Madame Moussa et Madame Goubet et Monsieur Jacolin, qui sont les adjoints en charge de la voirie, des déplacements et des mobilités actives, sont à votre disposition. N'hésitez pas à venir les solliciter si vous avez des contributions à faire. Nous les attendons. Oui. Merci Madame la maire. Je reviens rapidement sur l'incendie parce Oui. qu'on a eu des commentaires. Oui. Et notamment pas que des commentaires plaisants, parce que Ouais. sous-entendu que la ville n'a pas réellement pris en charge, que ce serait que simplement des coups de fil à un hôtel. Peut-être expliquer exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce que la ville a fait suite à cet incendie, parce qu'apparemment il y aurait des rumeurs un petit peu. D'accord. Alors, c'est dommage de faire partir des rumeurs pareilles ou en tout cas, voilà, bon, je tairai le pourquoi de ces rumeurs. Alors, nous sommes sur un événement qui arrive dans un quartier de notre ville. La première chose qui se passe sur un événement pareil, c'est bien évidemment les pompiers, la police qui avertissent le maire. En fait, toutes ces institutions, que ce soit la police, le SAMU, les pompiers, ont deux interlocuteurs privilégiés du point de vue institutionnel, c'est le maire et la préfecture. Et ce soir-là, le maire est là, et bien évidemment, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, est là avec moi pour justement se rendre compte de la gravité. Ça, c'est la première chose. Voilà. Donc, évidemment,
les premières institutions, ce sont celles-là, parce que il y a une priorité sur les habitants, mais il y a aussi toute une sécurité publique à, à pouvoir mettre en place lorsque ça arrive. Lorsque ce drame arrive, que fait le maire en premier et des élus et la ville? La première chose, elle laisse travailler des pompiers, me semble-t-il, et du SAMU, et le SAMU, parce que ce qu'il faut, c'est prendre en charge dans un premier temps, dans l'urgence et dans l'heure qui suit, s'il y a des blessés et la gravité de ces blessés. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Avec les pompiers, nous travaillons à avoir tout à côté du lieu de l'incendie un lieu où on peut évacuer les personnes, les mettre à l'abri, les mettre en sécurité, je dirais, psychologique pour qu'ils soient encadrés. Et c'est la première chose que nous faisons, c'est-à-dire nous appelons la paroisse pour qu'on nous ouvre l'église. Et ça, c'est le maire qui prend son téléphone et qui le fait. Donc, la paroisse, les représentants de la paroisse arrivent, nous ouvrons, nous organisons la salle et les blessés commencent à arriver. On s'aperçoit très vite que ces blessés sont des blessés légers, mais que le traumatisme est là. Et donc, ces personnes sont, je dirais, encadrées dès le départ par le SAMU, par les pompiers, par les élus, par la paroisse aussi qui est là présente, pour pouvoir, pour certains, c'est évidemment eh bien l'accompagnement médical qui est nécessaire, et puis pour les autres, c'est le petit sourire, c'est être à côté, c'est écouter, c'est ça, c'est amener à boire. Tout simplement, ce sont des petits gestes d'accompagnement qui permettent à un moment donné d'apaiser la situation et de les mettre et de mettre ces blessés et ces personnes traumatisées dans un, je dirais, dans un univers qui leur permet de ne pas être au milieu de tout le monde et qui leur permettent un petit peu de se poser, en tout cas autant que faire se peut. C'est amener des chaises, c'est amener des lits de fortune pour qu'ils puissent s'allonger, c'est amener des couvertures, tout ça. Donc ça, c'est la première chose que font les institutions en place et que fait l'institution ville sur place. Dans un deuxième temps, très vite, les informations arrivent et nous avons l'état du bâtiment. Une fois que le feu est éteint, eh bien, il y a le diagnostic sur chacun des appartements qui ont été impactés. Et donc, la conclusion qu'aucune des familles ne peut rejoindre leur logement ce soir-là sur la colonne du 14. Très vite, le numéro 10, 12 et 16 eh bien, patientent aussi pour savoir s'ils peuvent retourner chez eux. On apprend qu'ils peuvent retourner chez eux en toute sécurité. Là, les choses se font. Là aussi, c'est les pompiers qui accompagnent chaque personne du numéro 10, 12 et 16. Pour ce qui est des appartements qui sont touchés directement par l'incendie, c'est-à-dire le numéro 14 du boulevard des Provinces, là, on a très vite le constat que ces personnes ne retourneront pas chez eux. Et donc, à partir de là, le travail de la ville démarre individuellement, parce que vous savez, les grandes incantations, moi, devant des journalistes, c'est pas mon truc ce soir-là, voyez. Donc là, le travail il se fait individuellement avec chaque famille pour quelque part identifier où ils vont passer la nuit et où ils vont passer les prochaines nuits, s'ils sont suffisamment entourés, qu'est-ce qui leur manque, etc. Et là, très vite, on a avec ces personnes, eh bien, cet entretien, encore une fois individuel. Et la ville, évidemment, pour les personnes qui n'avaient pas de solution, parce qu'il faut savoir que très vite, les personnes ont des solutions familiales, amicales, et souvent dans des situations de ce type-là, eh bien, on n'a pas du tout envie d'aller chez un voisin qu'on ne connaît pas. On n'a pas du tout envie d'aller dans un gymnase qui serait ouvert. C'était pas notre objectif. On a parfois, la première réaction, c'est d'être près de la famille. Et c'est ce qui se passe. Une grande partie des 18 familles concernées préfèrent aller chez leurs amis, dans la famille, pour passer la nuit, pour se sentir entourés et pour être moins dans la peur ou dans le traumatisme. En revanche, il y en a d'autres qui n'ont pas cette possibilité. Alors, c'est très généreux aux Philésiens, à des associations, de venir de se mêler de tout ça et de dire, ben nous, on vous donne. Non. À ce moment-là, ces familles, ce dont elles ont besoin, c'est de se sentir rassurées et d'avoir à un moment donné des propositions qui correspondent à ce qu'elles veulent profondément et intérieurement. Certains vont chez des amis, d'autres dans la famille. Et puis pour les autres qui n'ont pas de solution ou qui n'ont pas envie de se retrouver chez des gens qui ne connaissent pas, où ils seraient peut-être obligés de raconter des choses, eh bien, on leur donne une solution d'hôtel. Voilà, donc très tôt dans la soirée, je mobilise l'hôtel Kyriade en disant, vous êtes susceptible de voir apparaître. Donc, nous faisons cette proposition.
Ça, c'est le soir même. Et puis, bien évidemment, vous savez que derrière, une fois que le soulagement est fait, une fois qu'on est à l'abri pendant 24 heures, eh bien, il y a le travail des assurances qui se met en route. Et notre travail à nous, dès le vendredi matin, donc la première nuit est assurée, évidemment, dès le vendredi, nous donnons rendez-vous à toutes ces personnes sur place, à côté de l'appartement, et nous montons une réunion avec la régie, évidemment, le copropriétaire qui gère l'immeuble, avec les pompiers, avec des bureaux d'études, avec les experts et bien sûr avec le service social de la ville. Et là, chaque personne est vue individuellement. Et encore une fois, c'est pas des grands discours avec des grands principes. Chaque personne est vue individuellement, à la fois par la régie, par les experts et est vue par le service social. Service social qui leur donne une marche à suivre de départ, qui prend en charge pour qu'ils puissent actionner leur assureur, pour s'assurer qu'ils ont été appelés, etc. Donc, il y a cette première chose qui se fait dès 9h30 ou 10h le vendredi matin. Et puis, en parallèle de ça, évidemment, nous avons devant nous des familles, et ça, c'est les 18, qui veulent retourner dans leur appartement, qui ont des choses à prendre. Donc, la ville organise, et ça repose sur la ville, organise des visites dès 14h l'après-midi jusqu'au soir pour que chaque famille puisse aller récupérer l'urgence. Alors, évidemment, ça dure peu parce que nous avons quand même, et je vous le rappelle, un immeuble qui a été incendié avec des risques à l'intérieur, avec des balcons qui ne sont pas praticables, avec des vitres qui ont été cassées sous le coup de l'incendie, avec des cages d'escalier qui ne sont pas praticables non plus. Donc ça, tout ça s'organise. Évidemment, après assurance de l'expert qu'on peut y aller, après expertise, après décision de la police nationale, et puis ça se fait avec notre police municipale pour que justement nous puissions organiser ça. Donc les personnes prennent ce qui leur est indispensable. Alors évidemment, on pense tout de suite à des choses telles que des cartes bleues, des cartes vitales, des choses comme ça, mais il fallait aussi penser par exemple eh bien, aux cartables des enfants. Tout simplement, à certains jouets pour les enfants pour se sentir assurés. Donc, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en parallèle de tout ça dans ce type de sinistre? Et peut-être certains d'entre vous ont été déjà confrontés. Eh bien, c'est le contact avec les assureurs. Voilà. Donc, le service social de la ville, tout de suite, dans les entretiens individuels que nous avons dès le vendredi matin, nous rappelons bien de bien regarder le contrat d'assurance. Voilà. Et certaines familles nous remercient parce que, je dirais, dans la désolation, dans la peur, je dirais, dans la tristesse, parfois on ne pense pas à tout. Et puis, la régie joue aussi son rôle parce que parfois, elle appelle directement certains assureurs. Et nous accompagnons parfois même les familles au téléphone avec leur assureur. Voilà. Alors après, il y a la prise en charge financière. Et vous savez comment ça se passe? Eh bien, tout dépend des assurances. Il y a des assureurs qui ont, il y a des familles qui avaient des contrats d'assurance avec une prise en charge d'urgence et un relogement derrière. Ces familles ont actionné leur assurance, c'est tout à fait logique, elles payent, elles ont droit à cette assurance. Pour certaines familles, lorsqu'il y avait qu'une prise en charge précaire, c'est-à-dire je dirais, limitée. Vous avez des familles qui ont droit, je parle en général, mais par exemple, qui n'ont droit que 3 jours d'urgence. Vous avez des familles qui ont droit à 20 jours d'urgence. C'est pas la même chose. La ville a décidé de se substituer à l'assureur lorsque ce délai d'urgence est passé et lorsque c'est nécessaire. Voilà, il y a des personnes qui, au bout de 3 nuits, n'étaient pas remboursées et qui ont passé 4-5 nuits à l'hôtel. Eh bien, la ville prend en charge les 2 nuits qui manquent. Voilà. Donc ça, c'est le rôle d'accompagnement social et financier que nous pouvons faire parce qu'il est impossible de laisser des gens à la rue d'un hôtel au bout de 3 jours. Voilà comment ça se passe. Mais bien évidemment, la première chose qui se met en place dans des situations pareilles, c'est les assurances. Il fallait que les Fidésiens et les Fidésiennes concernés actionnent leur assureur, d'abord parce qu'ils ont payé pour, et deuxièmement parce que derrière, il n'y a pas que le relogement d'urgence sur 3 jours qui compte, il y a le logement après. Donc, aujourd'hui, et c'est ce que je vous expliquais en première partie, aujourd'hui, cette situation d'urgence, elle est gérée. Les personnes qui doivent rester plus resteront plus. Certains sont couverts par leur assureur. Ben c'est très bien, tant mieux. Ils avaient un bon contrat d'assurance. Ils ont payé pendant longtemps. Ils ont payé cher. Ils ont le droit d'être pris en charge même en urgence. C'est très bien. Il y a certains assureurs ont débloqué de l'argent directement pour qu'ils aillent s'habiller.
parce que c'était de l'ordre de leur assurance. Il y en a d'autres qui n'avaient pas ce type de couverture et qui donc sont allés à la maison communale des Pourrières rechercher pour les 2 premiers jours de quoi s'habiller, habiller des enfants, le temps que leur assureur mette en place certaines choses. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs et elles sont vraiment tristes, mais tant pis. Moi, j'assume. Vous pouvez dire sur la ville ce que vous voulez. C'est pas un problème. Nous savons accompagner individuellement les familles et c'est ce qui se fait. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas des rumeurs, ce sont ces familles. Voilà, que nous voyons au minimum 2 fois par jour. Voilà. J'espère avoir répondu. Merci Madame le maire pour ces éclaircissements, je pense qu'ils étaient nécessaires. On a reçu aussi 2 questions sur la sécurité, Oui. un sujet qui revient aussi régulièrement, notamment dans le quartier des provinces, toujours. Alors d'une part, sur peut-être le fait de faire davantage patrouiller la police, Tout à fait. et deuxièmement, sur la zone 30, peut-être qui ne serait pas très bien respectée. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire peut-être sur ces 2 sujets? Alors sur le premier sujet concernant les patrouilles de la police municipale, je parle sur le couvert de Catherine Moussa, adjointe à la sécurité. Mais vous prêchez une convaincue. Nous avons besoin de faire patrouiller notre police municipale. Elle le fait. Évidemment, elle le fait, et nous concentrons nos efforts sur ces patrouilles de proximité que l'on appelle, ce qu'on appelle une police de proximité qui doit être là. Vous prêchez une convaincue, ça va s'intensifier. Nous travaillons aujourd'hui à des solutions pour que nous puissions justement augmenter ces patrouilles de terrain. Et là-dessus, je vous rejoins parfaitement. Et puis du coup, ça permet de répondre à la deuxième question. Effectivement, des patrouilles de plus en plus fréquentes dans le quartier des provinces, que ce soit en soirée ou dans la journée, permettent aussi de lutter contre ce que j'appelle moi la délinquance routière, c'est-à-dire des automobilistes qui ne respecteraient pas aujourd'hui le 30 et qui aujourd'hui dépasseraient cette vitesse. Mais je pense que ça se résout et ça peut se résoudre par une présence plus importante de la police. Il faut pas le négliger. Alors après, il y a aussi tout ce qui peut être fait pour justement apaiser la circulation, tout ce qui peut être fait pour partager la voie. Nous croyons beaucoup à ça. Nous avons travaillé sur la place Saint-Luc, vous le savez, tout a été refait. Et puis nous allons vers un projet qui concerne aussi le boulevard des Provinces et nous serons amenés à en parler aussi. Donc à côté de la présence policière, il y a aussi des aménagements qui peuvent être faits au niveau routier pour justement amplifier tout ça. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre vous, c'est pas en mettant des ralentisseurs partout qu'on va y arriver. Il y a certains endroits où les ralentisseurs peuvent être source justement d'insécurité supplémentaire. Voilà. Mais sur la patrouille de police, vous avez tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et nous travaillons sur les plannings à ce que cela soit amplifié. Et je réponds positivement à votre demande. Merci Madame le maire. L'heure avance. Oui. Je vais aborder 2 derniers sujets parce que je sais que les 2 sont importants et qui vous tiennent à cœur. Le premier, c'est l'inscription sur les listes électorales, parce qu'il y a des élections qui approchent. Les élections régionales qui auront lieu le 20 et le 27 juin. Vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales jusqu'à vendredi, ce vendredi. Vous pouvez le faire sur le site du service public, c'est service-public.fr ou en appelant tout simplement l'accueil de la mairie pour pouvoir régulariser votre situation. Alors, je vous dis ça parce que bien souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de s'inscrire, de se réinscrire. On l'avait connu sur des élections passées. Donc, je réinforme, nous l'avons fait, nous avons largement informé là-dessus, mais je vous le redis ce soir sur ce Facebook Live. Allez-y, n'hésitez pas à regarder votre situation. Et c'est pas parce que vous avez déménagé sur la commune que vous devez vous passer de cette formalité de réinscription. Donc parfois, vous restez sur la commune, vous déménagez dans un autre endroit, dans un autre quartier de la ville, mais ça va supposer de régulariser votre situation quand même. Voilà, et ça va permettre d'éviter que le jour des élections, on se découvre radié parce qu'on n'a pas régularisé sa situation. Pensez-y, vous avez jusqu'à vendredi. Et voilà. C'est important de dire qu'à Sainte-Foy, on obtient souvent de forts taux de participation et on en est assez fiers. Voilà. Alors, merci Bastien de le rappeler. Vous avez raison. La ville de Sainte-Foy se distingue toujours par sa forte participation aux élections. Et même dans cette période un peu particulière que nous avons vécue l'année dernière, vous le savez, Sainte-Foy s'est particulièrement distinguée par un taux de participation assez fort, malgré le démarrage de la crise sanitaire que nous avons connue l'année dernière au mois de mars. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler l'accueil de la mairie pour de plus amples informations. Sinon, vous allez sur le site du service public, ça se fait très rapidement. Voilà.
Merci Peut-être autre Madame chose? le maire. Je vais clôturer ce live avec un dernier sujet. Je sais Mm. qu'il vous tient Oui. particulièrement à cœur, c'est la culture, Ah oui. parce qu'elle s'apprête à faire son grand retour quand Oui. même à Sainte-Foy. Et je sais que vous vous languissez et Mm. peut-être que vous avez envie aussi un peu d'en parler justement aux Voilà. Alors, effectivement, la culture, je voudrais juste faire une parenthèse puisque on vous a informé, vous avez, et vous-même, hein, vous avez vu ce déconfinement en 4 phases, ou en 3 phases, 3 phases, 4 phases, voilà, en 4 phases qui se met en place depuis le 3 mai. Évidemment, il faut il faut y aller, il faut y croire, il faut être optimiste. Je vous rappelle le 19 mai, hein, les bars-restaurants qui peuvent ouvrir, alors les terrasses qui peuvent ouvrir avec et un couvre-feu le soir qui se décale à 21h. Alors évidemment, c'est dehors en terrasse, mais je crois que nous avons tous envie de nous retrouver. Je crois que les commerçants de Sainte-Foy ont envie de vous retrouver. Alors usez et abusez de ce temps pour aller les retrouver, pour avoir ce retour à la vie normale. Il y a une jauge, bien sûr, vous le savez fort bien, vous suivez l'actualité. Les terrasses seront évidemment réduites. Mais voilà, nous avons tous hâte que ça reprenne et n'hésitez pas aussi à être présent auprès de nos commerçants et notamment de nos restaurateurs et de nos brasseries sur Sainte-Foy pour pouvoir nous retrouver. Et bien évidemment, chose importante, eh bien ce déconfinement, il permet à la culture de se retrouver sur Sainte-Foy, ben, aux associations qui voudront aujourd'hui refaire des manifestations et nous les accompagnerons. Et bien évidemment, la ville qui vous propose des événements. Et le premier événement, vous l'avez sur mon bureau. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'avoir à côté de moi. C'est bien évidemment l'Expo BD Corto Maltese. Pour ceux qui sont fans de BD, vous connaissez tous Corto Maltese qui aura lieu du 4 juin au 4 juillet à l'ancienne piscine municipale. Évidemment, avec le respect des conditions sanitaires, ne vous inquiétez pas. Avec un formidable dessin de Corto Maltese que je peux vous montrer à l'endroit. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais vous allez être bientôt informés. Je l'avance un petit peu. Moi qui suis fan de Corto, eh bien, excusez-moi, mais j'en fais aussi la promotion. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vie qui reprend. Il y a notre volonté de voir cette vie reprendre. Je l'avais dit la dernière fois, cela fait des semaines que la ville est prête, que tout est prêt. Nous sommes prêts dans les conditions optimales à vous recevoir dans nos manifestations, dans nos salles, dehors, pour que vous puissiez reprendre une vie. Je parle d'un café-théâtre le 5 juin à l'Ellipse avec Karim Duval et je parle évidemment un grand concert en plein air au domaine Saint-Joseph qui aura lieu effectivement, je regarde la date, le vendredi 2 juillet. Voilà, tout ça c'est du bonheur, c'est de la vie qui reprend à Sainte-Foy et donc je serais mais vraiment ravie de vous y retrouver et je vous souhaite, je pense Sébastien, on va terminer là. Ouais, merci Madame Voilà. la maire, c'est bien de terminer avec cette note positive, Voilà, je pense. il le faut. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et j'ai hâte vraiment de vous retrouver tous, euh, à la fois aussi sur des permanences en direct. Nous allons reprendre nos permanences de quartier, c'est important, elles sont programmées. Nous maintiendrons sûrement un Facebook Live de temps en temps parce que c'est quand même intéressant aussi. Et puis parmi vous, il y a des Fidésiens qui ont envie aussi d'être en contact de façon différente. Hein. Ce qui est vrai pour nos achats est vrai aussi pour notre façon d'échanger ensemble. Donc pas de souci, nous maintiendrons ça même si la crise sanitaire disons s'arrête et que les conditions sanitaires sont levées. Par contre, j'aurai le plaisir de vous retrouver en permanence du maire là aussi le 6 juin ou le 5 juin pour une première permanence. Voilà, le premier c'est le samedi 2 juin. Oui, puisque excusez-moi, je me trompe de date. Le premier samedi du mois de juin où je serai présente en mairie. Voilà, donc ce sera le 5, je crois, si j'ai pas l'agenda devant les yeux. Voilà, au plaisir de vous retrouver, dans 5 fois. Et merci de nous avoir suivis. Et merci pour vos questions qui sont toujours très nombreuses. Malheureusement, nous les sélectionnons, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des sujets qui sont les mêmes, eh bien, je peux pas m'adresser directement aux personnes qui l'ont posé. Voilà, et vous l'avez bien compris, nous les résumons par thème. À très bientôt et bonne soirée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.